Voilà. Alors, en grand 4, dans le cours, hein, on prendra les exercices après. Là, je fais un tout petit peu de cours, pas grand-chose. Grand 4, c'est un paragraphe que j'intitule en général Petit truc pour briller en société. Voilà, petit truc pour briller en société. Alors, j'en ai prévu 4, je crois. Quand vous voyez une matrice, il y a des petites choses que vous pouvez dire directement sans vous lancer dans la diagonalisation. La diagonalisation, c'est ce truc-là qu'on fait quand on a une matrice. On fait A moins lambda IN, on calcule son rang par pivot, et à force d'en faire, vous allez prendre l'habitude et vous allez beaucoup aimer ça. Et vous allez vous précipiter peut-être un petit peu trop vite pour faire ce calcul, ce pivot, parce que c'est familier, ça marche bien, ça donne la réponse. Donc parfois, il y a des petites choses qu'on peut dire sur la matrice dès qu'on la voit, avant de se lancer dans le calcul. Donc vous avez peut-être remarqué ça sur l'exercice 2 de la feuille. On va voir ça tout de suite après. Alors, le premier concerne E0. Ah, je suis restée en bleu, c'est pas grave. Donc le premier truc, ça concerne E0. E0, espace propre associé à la valeur propre 0. C'est donc ker de f. F, c'est l'endomorphisme qu'on considère, hein, les notations sont celles des séances précédentes, moins 0 fois id, id de E. Ça, c'est si on a un endomorphisme. Ou si c'est une matrice, c'est ker de m moins 0 fois in. Et 0 étant ce qu'il est, c'est ker f. E0, c'est donc ker f. Alors, on le note pas, si 0 n'est pas valeur propre, on le note pas E0 en général, mais bon. En tout cas, ce que j'ai défini comme étant E0, la définition s'applique, c'est l'ensemble des vecteurs tels que c'est l'ensemble des vecteurs x tels que f de x égale 0 fois x. Donc ça fait KRF en fait. Et voilà. Et donc si vous avez une matrice ou un endomorphisme pour lequel vous connaissez KRF, ou bien une matrice pour laquelle KRF se voit de façon immédiate, et ben vous avez déjà E0. Et en plus, vous avez sa dimension. Donc ça, c'est bien. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme propriété? On peut dire que 0 est dans le spectre de f ou de la matrice si et seulement si f n'est pas injective. Parce que 0 est dans le spectre si et seulement si il y a un vecteur non nul dans cet espace. Donc un vecteur non nul dans Rf. Autrement dit, f n'est pas injective. Ce qui est équivalent pour un endomorphisme à bijective, f n'est pas bijective. Je vous rappelle qu'on n'a que des endomorphismes dans le cadre de la diagonalisation, puisque f de x doit être multiple de x, donc les vecteurs à l'arrivée doivent être aussi dans le départ. Et si on parle de la matrice, 0 est valeur propre, alors je vais écrire avec la matrice ici, 0 est valeur propre de m, si et seulement si m n'est pas inversible. Voilà, des petites choses qu'on peut retenir sur 0 valeur propre. Donc il y a un lien spécial entre la bijectivité et la valeur propre 0. C'est spécial à la valeur propre 0. Donc exercice 2 de la feuille, directement c'est une application de ça. On va voir ça tout à l'heure. Si vous voulez le noter dans la marge, hein, c'est l'exercice 2 sur la feuille. Et je pense qu'il y en a d'autres après. Voilà. Alors, oups, je voulais faire noir. Donc, deuxième petit truc pour briller en société. Ce sont des tout petits trucs, hein. Alors, le deuxième, c'est si je prends des notations là. Ma base, je l'appelle E1 jusqu'à En. Et je considère M, qui est la matrice dans B de F. Voilà. Dans le cas où ma matrice a une forme particulière, qui est celle-ci. Je vais mettre si devant. Si M est de cette forme-là. Quelle forme?
quelque part, alors je vais tracer en bleu, et bon, en bleu disons, la diagonale là. Ça c'est la diagonale, c'est imaginer un trait bien droit. Et euh, imaginez que quelque part, une colonne quelconque, il y a des zéros, sauf sur la diagonale où il y a un scalaire, et en dessous il y a encore des zéros. Ouais, je ne sais pas si c'est très bien fait, mais j'ai une colonne de zéros, je vais l'écrire, écrivez-le peut-être, ou faites-le mieux que moi. Une colonne de zéros, sauf éventuellement, parce que ça peut être aussi un zéro, hein, sauf éventuellement le coefficient diagonal. Le coefficient diagonal. Ma caméra cache un bout du texte. Qu'est-ce qui est plus important? Le texte ou mon image? Ok, le texte. Voilà, là ça doit être bon. Ouais, je crois que c'est bon. Donc voilà, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Je vais effacer juste après. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de valeur propre et de vecteur propre par rapport à une matrice qui aurait cette allure-là? Alors, quelqu'un? Les 5 demi doivent savoir, sinon, ben, regardez ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette colonne? Sur cette colonne, j'ai représenté F de E. E combien? Un numéro de colonne. Je vais mettre EJ. C'est la colonne J, disons, et sur cette colonne, j'ai F de EJ. Et F de EJ, qu'est-ce que je lis ici? Je lis ces coordonnées dans la base B. Donc c'est dans la base E1, E2, jusqu'à EN, le dernier. Et le fait qu'il y ait des zéros partout et un seul lambda, ça veut dire que f de j est égal à lambda fois le vecteur qui est là. Et c'est quoi ce vecteur qui est là? Puisque lambda est sur la diagonale, son numéro de ligne est égal à son numéro de colonne. Donc colonne j, ligne j. Donc ça veut dire que le lambda qui est là, ça correspond à la ligne où il y a EJ. Et donc ce que ça me dit, quand je vois une matrice qui a une colonne comme ça, avec que des zéros sauf sur la diagonale, même si par ailleurs c'est pas ça, hein, la matrice n'est pas diagonale, mais juste j'ai une colonne particulière avec juste un coefficient sur la diagonale, ça veut dire que le vecteur correspondant est vecteur propre. Donc là, EJ, je vais effacer la totalité, hein, mais ce que ça me dit, c'est que EJ est vecteur propre pour la valeur propre lambda. Donc vecteur propre de f pour la valeur propre lambda. Et si vous préférez parler en termes de matrice, vous pouvez dire, ou bien ce vecteur, j'efface, ce vecteur, 0, il a des zéros partout, sauf sur la ligne J, et ensuite encore des zéros. Voilà. Donc ça, c'est la ligne numéro J. Donc ce vecteur est vecteur propre de M pour la valeur propre lambda. Okay, les deux se correspondent toujours. Le vecteur EJ, ses coordonnées dans la base B sont ça. Donc ça correspond à cette colonne qui est vecteur propre de M pour la valeur propre lambda. Ok?
Voilà, donc c'est vraiment ce que j'appelle des petits trucs pour briller en société, parce que c'est quelque chose qu'on peut dire directement quand on voit la matrice. Ah, je sais que 3 est valeur propre. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul sur une colonne de 0, enfin sur la diagonale d'une colonne qui par ailleurs n'a que des zéros. Voilà, comme pour le noyau, des choses qu'on peut repérer directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors je passe au troisième point, troisième petit truc. Alors ça, c'est pas un truc pour briller en société, c'est quand même quelque chose d'un peu plus important. C'est le fait que si deux matrices sont semblables, alors elles ont les mêmes valeurs propres. Donc si A et B sont semblables, alors elles ont les mêmes valeurs propres. Est-ce que c'est évident ça? Est-ce que je peux le faire par calcul? Alors pourquoi c'est évident? Pourquoi intuitivement on s'y attend? Enfin intuitivement ou même c'est une démonstration. Si A et B sont semblables, ça veut dire qu'elles représentent le même endomorphisme dans des bases éventuellement différentes. Et on peut écrire peut-être une relation de ce type-là, B égale P-1 AP, dans un sens ou dans l'autre, hein. Donc semblable, ça veut dire qu'il existe une matrice. Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire semblable? N'oubliez pas que je l'ai défini semblable à la fin d'un chapitre de, je ne sais plus quel, à la fin du chapitre sur les matrices. Tout à la fin du chapitre, les applications linéaires, il y a eu une sorte de grand 3 qui était sur les matrices associées aux applications linéaires. Et j'ai défini le terme A et B sont semblables. Je vous ai dit, faites attention, je définis un mot mathématique. Ça ne veut pas dire qu'elles se ressemblent. D'accord? J'avais fait cette espèce de blague. Donc, c'est pas qu'elles se ressemblent ou qu'elles ont à peu près les mêmes coefficients, ou quoi que ce soit. C'est un terme mathématique précis. A et B sont semblables s'il existe une matrice P inversible, telle que on puisse écrire ça ou dans l'autre sens. C'est pareil dans un sens ou dans l'autre, puisque en multipliant par P à gauche et P-1 à droite, on aura la relation A égale Q-1 B Q. Donc ça marche dans un sens ou dans l'autre. Avec P inversible. Oups. Inversible. Ok. Donc ça, c'est un terme de vocabulaire qu'il faut retenir. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Pour des matrices semblables, on reconnaît la formule de changement de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B, c'est la matrice du même endomorphisme que A, mais dans une autre base par rapport à celle qui a été choisie par A, pour A. Donc si ça veut dire que B va pouvoir s'écrire comme étant la matrice dans une certaine base B' de F, alors que A est la matrice dans une certaine base B du même endomorphisme F, et P va être la matrice de passage de la base B à la base B'. Semblable, c'est ça. Alors faites-y attention, c'est un mot qui a l'air, c'est pas important, c'est un peu idiot d'avoir un mot spécifique pour un truc aussi petit et précis, mais il ne faut pas l'oublier parce que la question dans un sujet, on peut vous poser la question, montrer que A et B sont semblables. Il faut savoir ce que ça veut dire pour pouvoir montrer qu'elles sont semblables. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont les mêmes valeurs propres? Et bien maintenant, ça se voit d'après la définition ici, puisque elles représentent le même endomorphisme et que les valeurs propres ne dépendent que de l'endomorphisme, hein. Les deux matrices représentent le même endomorphisme. Les valeurs propres sont définies par la même formule. Il faut qu'il y ait un vecteur x non nul tel que ax soit égal à lambda x pour l'une et bx' soit égal à lambda x' pour b. Dans les deux cas, ce seront des valeurs propres de f, donc ce sont les mêmes. Voilà. Donc je pense qu'on peut. Est-ce qu'on peut exprimer. Oh, je sais peut-être pas la peine de s'embêter. Est-ce qu'on peut exprimer en termes calculatoires si j'ai AX? euh, alors je vais effacer. Donc est-ce que je peux effacer là? Je pense. J'ai pas écrit beaucoup depuis tout à l'heure.
Donc j'efface. Je pars de ma relation B égale P-1 AP. Et je suppose que j'ai un vecteur propre pour A. Donc j'ai un x non nul tel que AX soit égal à lambda x. Est-ce que je peux en déduire un vecteur propre pour B? Est-ce que je peux en déduire que lambda est valeur propre de B? Ça ne va pas marcher avec x, hein. Donc j'ai AX. Alors pour utiliser le fait que AX égale lambda x, je vais multiplier cette relation qui s'appelle étoile. Je vais la multiplier à droite par P-1, ce qui me donne B P-1 égale P-1 A. Et donc étoile est équivalente à ça. Et maintenant, je vais multiplier par x à droite. Je perds l'équivalence. Parce que pour passer de étoile à celle-ci, j'ai multiplié par une matrice inversible. Donc je garde l'équivalence. Là maintenant, je multiplie par un vecteur. C'est pas inversible, c'est une matrice colonne. Ça ne peut pas être inversible, hein, c'est pas carré. Mais j'obtiens cette égalité. Et P-1 AX, ça fait P-1 lambda x. Comme ça. Mais le lambda, c'est la multiplication interne. On peut multiplier l'une ou l'autre, ça revient au même. Donc ça fait lambda P-1 x. Donc finalement, si on regarde, si je mets des parenthèses ici, vous voyez que j'ai obtenu que B fois ce truc-là, que je vais appeler Y, j'ai obtenu que BY est égal à lambda Y. Donc, voilà la justification par le calcul du fait que les deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres. J'ai supposé que lambda était valeur propre de A et j'ai prouvé qu'elle était aussi valeur propre de B. Voilà, dites-moi ce qui manque à ma démonstration. Il manque un tout petit détail là, je vous arnaque un tout petit peu. Donc dites-moi si vous voyez ce que je dois prouver encore. Pour pouvoir conclure, je me laisse un peu de place et je vais conclure. Donc, lambda appartient au spectre de B. C'est ça que je veux conclure. Donc ici, mettons que j'aurais commencé ma démonstration en disant soit lambda appartenant au spectre de A. Et je devrais dire qu'il existe un x non nul, un vecteur, hein, bon, j'écris pas, mais c'est une matrice colonne, qui a cette propriété. Qu'est-ce que je dois rajouter pour affirmer que lambda est dans le spectre de B? Puisque la question c'est est-ce que cette relation-là me prouve que y est un vecteur propre de B? Y doit être non nul, très bien Elisa. Donc est-ce que Y est non nul? Y c'est P-1x. Est-ce que c'est possible que P-1x soit égal à 0? Je vais multiplier par P. P-1x égale 0. Et P-1 c'est l'identité. Ça implique x égale 0. Or j'ai supposé x différent de 0. Donc j'ai effectivement trouvé un vecteur non nul, y, tel que by égale lambda y. Ce vecteur est donc vecteur propre et lambda est donc valeur propre de b. Ok? Donc voilà pour le troisièmement à retenir. Si deux matrices sont semblables, alors elles ont les mêmes valeurs propres. Et attention, la réciproque est fausse. Deux matrices peuvent avoir les mêmes valeurs propres sans être semblables. Je ne vais pas donner d'exemple tout de suite, mais en fait si, je vais donner un exemple tout de suite, ou juste après peut-être. Juste après. Je reviens avec un exemple juste après le point suivant. Voilà, qui me permet de faire un exemple très simple pour ce point-là. Ok? Je vais effacer et je passe au quatrièmement. Quatrièmement, donc, ce sont les matrices ayant une seule valeur propre. Alors ça, j'en ai parlé hier.
J'en ai parlé hier et vous m'aviez demandé de l'expliquer une deuxième fois. J'avais refusé, ce que j'aime pas du tout, en vous disant que j'en parlerai aujourd'hui. Donc c'est maintenant que j'en parle. Les matrices ayant une seule valeur propre, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, une telle matrice ne peut pas être diagonalisable, sauf si elle est très particulière. Donc soit M, une matrice de taille n, et telle que le spectre de M ne contienne qu'un seul scalaire que j'appelle lambda. Et je vais supposer que M est diagonalisable. Supposons M diagonalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une matrice P inversible de taille n et une matrice D diagonale telle que P-1 MP, formule de changement de base, soit égale à D. Autrement dit, D est la matrice du même endomorphisme que M, mais dans une autre base. On sait de plus que sur D, il y aura les valeurs propres de M. Donc, les coefficients de D, j'ai déjà dit qu'elle est diagonale, hein, donc il n'y a de coefficients non nuls que sur la diagonale. Les coefficients de D sur la diagonale. Ce sont les valeurs propres de M. Or, il n'y en a qu'une. M n'a qu'une valeur propre, c'est lambda. Donc, les coefficients diagonaux de D sont tous égaux à lambda. Voilà, donc je vous laisse arriver à ça et je vais effacer l'écran pour écrire D et pour écrire ma relation P-1 MP égale D. Voilà, j'efface. Vous me dites vite si c'était trop tôt, hein, je peux toujours CTRL Z. Donc, la relation P-1 MP, P-1 MP, égale la matrice D, et je viens de dire que la matrice D, c'est une matrice diagonale qui a des lambdas, et que des lambdas, sur sa diagonale. Autrement dit, c'est lambda fois l'identité, la matrice identité. De ceci, je peux déduire par équivalence, puisque je vais multiplier par des matrices inversibles. Je multiplie à gauche par P, à droite par P-1, et ça me fait M égale P lambda IN P-1. Et le lambda peut se mettre en facteur, c'est je multiplie des coefficients. Je multiplie ceux de la matrice que je veux, donc je vais le mettre devant. Et il me reste P IN P-1. IN, je ne le mets pas. Et donc ça fait lambda IN. Ok, donc je réécris pour l'encadrer que j'ai prouvé que si M est diagonalisable, alors M est égal à lambda IN. Ok, donc dans le cas d'une matrice qui n'a qu'une seule valeur propre, si elle est diagonalisable, alors c'est qu'elle est déjà égale à lambda IN. Donc je vous donne un exemple pour que ce soit plus parlant. La matrice 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 n'est pas diagonalisable. Et je le vois tout de suite.
D'où le titre, petit truc pour briller en société. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas diagonalisable? En appliquant ce qu'on vient de dire. Vous voyez qu'elle est triangulaire, donc ses valeurs propres sont les éléments de la diagonale. Or, il n'y a que des 1, donc c'est une matrice qui n'a qu'une seule valeur propre, qui est 1. Si elle était diagonalisable, d'après ce que je viens de faire, ce serait une fois l'identité. Or, je regarde ma matrice, ça n'est pas l'identité. Donc, c'est qu'elle n'est pas diagonalisable. Ok? Voilà, je vous laisse le temps de éventuellement poser des questions si vous voulez, et ça termine mon chapitre petit truc pour briller en société. Et avant de passer aux exercices, je voudrais faire une application, l'application la plus importante de la diagonalisation, l'application qui est utilisée en probabilité. Donc ce sera le début du grand 5. Alors ça a l'air bon, donc je vais effacer. Grand 5, application. Application et exemple. Donc ce matin j'en fais une seule, mais c'est la plus importante. Donc, premièrement, puissance d'une matrice. Alors, en quoi ça va consister? C'est le but. On a une matrice A qui est une matrice carrée. Et on veut A puissance K pour K entier. Ou même Z parfois, hein, ça dépend, hein, s'il faut que la matrice soit inversible. Mais on peut envisager des puissances négatives. Alors, comment faire ça? En général, c'est compliqué. Ok? N'oubliez pas, quand j'ai une matrice ABCD au carré, c'est déjà pas simple, hein. ABCD au carré, ça n'est pas, attention, A carré, B carré, C carré, D carré. Ok? Ce serait trop simple. Pour élever au carré, c'est faire un produit. Faire un produit, on a vu qu'on fait le produit matriciel de façon un peu compliquée, pour une raison, pour une très bonne raison, c'est que ça permet que ça corresponde au produit, à la composition des applications. Donc quand on fait A fois A, ça doit correspondre à F rond F. Et ce qui fait que ça marche, eh ben, ou même A fois B, hein, ce qui fait que ça marche, c'est pas du tout le produit terme à terme. Ça marche pas. Donc calculer un carré, c'est déjà un peu compliqué. Ça fait A carré plus BC. La vraie réponse, hein, c'est A carré plus BC. Et puis tous les termes sont comme ça. AB plus BD. Peut-être je me trompe. A fois B plus B fois D. Voilà. Et il y en a encore deux comme ça à mettre. Okay. Donc c'est compliqué à faire une fois. Mais imaginez qu'il faille le faire K fois. Déjà, la puissance 3, vous vous embêtez un peu parce que déjà les termes sont compliqués. Puissance 4, et après, si on veut une formule pour K quelconque, et ben là, il faut trouver une méthode. Donc, je vais effacer ceci et montrer comment, avec une matrice qui est diagonalisable, on peut simplifier ce calcul. Parce que ce que je viens de faire, le truc terme à terme, ça ne marche pas. Mais si ma matrice est sympathique, c'est-à-dire diagonale, donc elle a des zéros partout sauf sur la diagonale, sauf éventuellement sur la diagonale, je mets un grand zéro en haut. Cette matrice à la puissance k, là, ça marche. Et vous pouvez vous en convaincre facilement en faisant le produit, hein. Ça fait D1, alors par récurrence pour la puissance k, mais donc ça fait D1 puissance k, D2 puissance k, Dn puissance k. Et ça reste des zéros partout ailleurs. Voilà, d'une manière plus générale, c'est un mais parce que je venais de dire que c'était pas vrai que c'était terme à terme.
Donc plus généralement, quand on fait un produit A1, A2, AN par une matrice, et il y a des zéros partout ailleurs, par une matrice B1, Bn et des zéros partout ailleurs, et ben ça fait bien le produit A1, B1 sur la diagonale, A2, B2, jusqu'à AN, BN. Et ça reste des zéros partout ailleurs. Okay, c'est évident, d'accord, hein, on fait le produit. Pour faire un produit matriciel, je vais prendre une ligne et une colonne. Je fais le produit de cette ligne par cette colonne. Là, c'est terme à terme, donc ça fait A1 fois B1, plus 0 fois, plus 0 fois, plus 0 fois. Donc il ne reste que A1, B1, et j'obtiens ce A1, B1. Et si on regarde les autres lignes, ici, je vais faire A2, A2 avec la première colonne. Donc ça va me donner ce coefficient ici. Quand je fais A2 par la première colonne, c'est pas en face. Il faut que ce soit avec la même colonne, avec la colonne qui porte le même numéro pour que ça marche. Là, parce que là, là où il y a des zéros, enfin là où il n'y a pas zéro sur la colonne, il y a des zéros sur la ligne. Et là où il n'y a pas zéro sur la ligne, il y a des zéros sur la colonne. Donc ça fait bien le zéro qui est ici. Ok? Donc vous pouvez le faire de manière plus formelle pour vous convaincre que ça marche. Donc calculer la puissance d'une matrice diagonale, c'est facile, alors que calculer la puissance d'une matrice quelconque, c'est extrêmement difficile. Ok, donc c'est ça qu'il faut retenir. Euh, calculer, zut, je voulais faire noir. Donc calculer la puissance d'une matrice diagonale est beaucoup plus facile que celle, la puissance, d'une matrice quelconque. Alors pourquoi je l'écris? Parce que, en fait, ça c'est très général. Et on peut remplacer ce calculer la puissance, là, calculer la puissance d'une matrice diagonale, par, eh ben, il y a d'autres propriétés, il y a des tas d'exercices qui vont vous proposer autre chose que calculer la puissance. Donc là, dans cet exemple-là, je vous propose de calculer les puissances d'une matrice, mais l'astuce marche aussi pour chercher les racines carrées d'une matrice, travailler sur des choses qui commutent entre elles. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Il y a tout un, tout un tas de problèmes pour lesquels on n'arrive pas à faire le travail sur la matrice. On y arriverait si elle était diagonale, parce que diagonale, c'est plus simple. Donc, on va essayer de diagonaliser, et si c'est possible, on va voir si ce qu'on a fait sur la matrice diagonale peut permettre d'obtenir la réponse sur la matrice initiale. Parce que le but, c'est quand même d'avoir, dans le cas des puissances, le but, c'est quand même à la fin d'avoir les puissances de la matrice initiale. Les puissances de la matrice diagonale, elles sont très faciles à calculer, mais ce n'est pas la matrice initiale. Donc, je vais effacer. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche pour les puissances? Si on connaît les puissances de la matrice diagonale, est-ce que ça donne les puissances de la matrice? Donc si j'ai obtenu une relation de la forme P-1 AP égale D, est-ce que je peux en déduire, et je calcule les puissances de D. Donc quand je calcule D puissance K, pour un entier K, hein, ça me fait P-1 AP puissance K. Ça veut dire, alors je vais faire une manip que vous connaissez peut-être, que vous avez vu l'an dernier. Je pourrais faire une démonstration par récurrence. Si l'énoncé vous dit prouver que, il vaut mieux faire la récurrence sur la copie, hein. Mais sinon, vous pouvez considérer que c'est du cours. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais mettre P-1 AP fois P-1 AP fois, et j'en mets K comme ça. K, le produit de K termes ici. Et vous voyez que je peux, par associativité, regrouper les P, P-1 de cette façon-là. Là, il y a un P qui n'est pas écrit et le P-1 qui est là, le A et le dernier P.
Et les PP-1, ce sont des matrices identités. Donc ça disparaît des produits. Donc j'ai A fois A fois A fois A, K fois P. Ok? Et donc ça, c'est à retenir. Et éventuellement, pour un sujet qui vous demanderait de le prouver, à savoir faire. Donc, à la fois par cœur à savoir et à savoir faire. Ça peut arriver dans un sujet qu'on vous demande de prouver que... Mais bon, dites un mot quand même. Hein. Donc, vous pouvez dire si vous voulez par une récurrence immédiate. Ça dépendra du contexte. Parce que là, on reste quand même dans les exemples. Hein. C'est pas un théorème de cours, c'est un exemple qui est très utilisé, mais ça reste un exemple de cours. Ok, alors c'est pas tout à fait ce que je voulais. J'aurais voulu avoir les puissances de A en fonction des puissances de D. Donc pour ça, je multiplie à gauche par P, à droite par P-1, comme d'habitude. Et je déduis P dk P-1 égale A puissance K. Voilà, c'est pas celle-là pour laquelle je mets le petit cœur. Hein. Même si on aurait pu faire la manip avant, on aurait pu, à partir d'ici, à partir de celle-là, j'aurais pu écrire un A égale P d P-1 et faire la même manip qu'ici et obtenir A puissance K égale P d puissance K P-1. Okay, le tout, c'est de... Enfin, le truc à savoir par cœur, c'est le passage d'une relation à celle-ci avec le K qui rentre à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on a gagné quelque chose à faire ça comme ça? Pour avoir les puissances de K maintenant, les puissances de D, c'est fait immédiatement, puisqu'on prend les coefficients diagonaux, on les met à la puissance K. Et il nous reste, évidemment, on a besoin de P, on a besoin de calculer son inverse, donc on a un calcul d'inverse à faire. Et il nous restera deux produits à faire ici, P fois D puissance K, et ensuite le résultat par P-1. Et ça nous donne AK. Voilà, donc ça simplifie énormément les calculs des puissances, et c'est souvent utilisé en proba. On verra des exemples. Il y a des sujets comme ça, où on a une situation, on passe d'une situation probabiliste à une autre en appliquant une matrice, et quand on veut faire ça plusieurs fois, bah, ce sont les puissances de la matrice qui interviennent. Voilà, donc c'est tout. Si je veux aborder la feuille d'exercice, c'est tout pour aujourd'hui, pour le cours. Dans le cours, il ne reste rien, hein, que des exemples, mais qu'on va faire quand même, donc à la rentrée. On va prendre la feuille d'exercice. Alors, si vous avez des questions, allez-y, hein, mettez-la dans la discussion. Pendant ce temps-là, je passe à la feuille d'exercice diagonalisation. Je vous laisse sortir la vôtre. Et je regarde si je peux la mettre à l'écran. Voilà. Je la décale un petit peu. Donc, c'est cette feuille-là. Donc après, je la cacherai pour remettre le tableau. D'ailleurs, pour l'instant, je vais la cacher. Vous étiez toujours sur le tableau. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai pas l'impression. Donc, ok, on va revenir à la feuille. Donc, on va regarder l'exercice 2 pour commencer. Alors, moi, je vais regarder ici, c'est plus pratique. Donc, on a cette matrice. Je vais repasser sur le tableau très vite. Cette matrice où il y a 1, 2, 3, 4 et il y a 4 colonnes identiques. Donc, je vais remettre le tableau ici. Voilà. Alors j'efface et on va considérer cette matrice. Donc la matrice 1, 2, 3, 4, 4 fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est celle-là. Hein. Alors, la première question, c'était sans calcul.
montrer que 0 est valeur propre. Alors pourquoi est-ce que 0 est valeur propre? Est-ce que vous pouvez me dire? À quoi voit-on de façon immédiate que 0 est valeur propre? Alors j'attends une réponse de la classe. En train d'écrire. Si on fait un pivot, ça va s'annuler. Oui, c'est maladroit. Effectivement, on peut dire qu'on imagine le pivot et qu'on voit bien que tout va disparaître. Et alors, que nous apprend ce pivot? On va faire L2 reçoit L2 moins 2L1. Donc il y a des zéros partout. Il reste que la première ligne. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comment elle s'appelle cette matrice? Elle s'appelle A. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur A de ce pivot? Une réponse de Juliette. Elle est de rang 1, voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est pas la peine de faire un pivot pour voir ça. Donc, en une étape, enfin, en trois opérations, mais la première étape du pivot nous montre que la matrice est de rang 1. Je pense que c'est mieux de dire qu'elle a 4 colonnes identiques. Vous vous rappelez que le rang de la matrice, c'est le rang de l'espace engendré par ces colonnes. Or là, j'ai 4 fois la même colonne, la première. Okay, si j'appelle, je vais appeler C cette colonne, 1, 2, 3, 4, on sait que le rang de A, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes. Donc C1, C2, C3, C4. Mais en fait, il n'y en a qu'une. C1, C2, C3, C4, où j'appelle, je ne l'écris pas, mais j'appelle C1, C2, C3, C4 les 4 colonnes. Et ce vect, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de C1, C2, C3, C4, c'est-à-dire l'ensemble des multiples de C, puisque c'est 4 fois la même. Et donc j'ai un espace qui est engendré par un seul vecteur qui est non nul, donc il est de dimension 1. Okay, et ça se voit. Il faut, je pense, le dire comme ça. Cette matrice a 4 colonnes identiques, donc son rang est 1. Son rang est 1. Qu'est-ce qu'on peut en déduire au niveau des valeurs propres? Et surtout du noyau, puisque la question porte sur le... oups, non, la question ne porte pas sur le noyau. Mais le premier truc pour briller en société de ce matin portait sur le noyau, et la valeur propre 0, et faisait le lien entre les deux. Donc j'ai un peu donné la réponse ici. Du fait que le rang est 1, je peux déduire que la dimension du noyau de A vaut, et je vous laisse l'écrire dans la discussion, trois. Voilà, c'est 4, la taille de la matrice, moins le rang. D'après le théorème du rang, ça fait 3. Okay, ça, c'est le théorème du rang. De ça, je peux conclure que 0 est valeur propre et la dimension de E0, c'est 3. Ensuite, là j'ai répondu à la première question. En raisonnant sur le système linéaire correspondant à l'équation AX égale lambda X, déterminer une autre valeur propre. Donc je vais écrire le système linéaire AX égale lambda X. Je vais effacer, crier vite non, si c'est trop tôt. AX égale lambda X équivaut à... Vous voyez que dans cet exercice, on ne vous demande pas de vous lancer dans le... Ah oui, c'était non. Ok, je fais CTRL Z. Alors pendant que vous notez, je continue de parler un petit peu. Dans cet exercice, on ne vous demande pas, ça aurait pu être, on vous donne une matrice et on vous demande de trouver toutes les valeurs propres et les vecteurs propres et les espaces propres et dire si la matrice est diagonalisable ou pas.
C'est pas le cas, c'est pas toujours le cas, même si c'est souvent le cas, et même si vous aimeriez bien que ce soit toujours le cas, parce que ça donne un exercice qui est toujours calibré de la même façon. Mais en fait, parfois, il y a des choses qu'on peut dire sans avoir à faire de calcul, et c'est dommage de se lancer dans les calculs sans réfléchir. Donc dans cet exercice-là, c'est le cas. On constate qu'elle est de rang pas maximal, peu importe, on voit qu'elle n'est pas de rang 4, ça pourrait être plus spécifique, comme si vous regardez l'exercice 4, on voit qu'il y a deux colonnes qui sont peut-être indépendantes, c'est pas évident a priori, et ensuite il y a deux fois les mêmes. Donc dans l'exercice 4, on a une matrice de rang 2. Le raisonnement sera le même. On aura 0 qui est valeur propre avec un espace propre de dimension qui sera au moins 2 dans l'exercice 4. Ok. Donc là, je vais effacer. Hop. Voilà. Et je reprends. Donc, je vais chercher une autre valeur propre, lambda. Non pas en faisant la manip habituelle de dire que ça fait a moins lambda id de x égale 0 et je résous par pivot, mais comme suggéré par l'énoncé, je vais écrire à quoi ça correspond. Donc en prenant des notations pour x, y, z, t, on est en dimension 4 ici, x, y, z, t. C'est équivalent à donc x plus y plus z plus t égale lambda x. Je me rends compte que je déborde, hein. J'essaye d'aller vite et de finir ça. Donc 2x plus y plus z plus t. Il y a des 2 partout, hein. Je le mets en facteur. Égale lambda y. 3x plus y plus z plus t égale lambda z. Et 4x plus y plus z plus t égale lambda t. Voilà, je me rends compte que ça va être peut-être difficile à faire en effaçant au fur et à mesure. Je dois avoir la réponse quelque part. Alors on regarde ce système. Le but n'est pas forcément de faire un pivot, mais on peut le faire. Donc x plus y plus z plus t égale lambda x. Et ensuite, quand je fais la deuxième moins 2 fois la première, ça fait lambda y moins 2 lambda x. 0 égale lambda z moins 3 lambda x. Et 0 égale lambda t. Donc c'est pas tout à fait un pivot. Je m'autorise à bidouiller, c'est le but, sinon on aurait fait un pivot depuis le début. Je m'autorise à bidouiller parce que je vois que j'ai x plus y plus z plus t partout ici. Donc lambda t moins 4 lambda x. Voilà, je vais essayer de rester sur la même page. Hop. Donc j'ai toujours ma première équation, x plus y plus z plus t égale lambda x. Je pourrais passer le lambda x à gauche, hein. On va voir ce que j'en fais après. Et ici, alors j'ai lambda partout, y moins 2x égale 0. Lambda y moins 3x égale 0. Lambda z moins 3x égale 0. Alors je vais supposer lambda différent de 0. Parce que on me demande de chercher une valeur propre autre que 0. Donc, c'est pas la peine de supposer, enfin de laisser la possibilité que lambda soit égal à 0. La valeur propre 0, je l'ai déjà étudiée. Donc ce que je fais à partir de là n'est valable que pour lambda différente de 0. Et ça me donne y égale 2x. Je me suis trompée là, c'était j'ai décalé les indices, c'est z et t. Y égale 2x, z égale 3x, et t égale, je ne sais pas pourquoi j'ai recopié, là j'ai fait n'importe quoi, donc t égale 4x. Et du coup là-haut je peux remplacer, donc j'ai x plus 2x plus 3x plus 4x. 4 et 3, 7 et 2, 9 et 1, 10, ça me fait 10x égale lambda x. Et là c'est presque fini, je vois que je ne peux pas prendre, enfin au niveau de la résolution, j'obtiens, si je prends x égale 0, ça va me faire que tous les autres sont égaux à 0, c'est-à-dire grand X égale 0. Ou bien si je prends x différent de 0, lambda doit être égal à 10. Et dans ce cas-là, y égale 2x, mon vecteur a une certaine forme. Z égale 3x et t égale 4x.
Voilà, je vais effacer juste la partie gauche ici. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est la gomme. Donc voilà, j'efface ce système et on va réfléchir à ce qu'on a prouvé. Donc ce système pour lambda différent de 0, je le précise ici, est équivalent à x égale 0 ou lambda égale 10 et x de la forme, je vais mettre le x en facteur, 1, 2, 3, 4 fois x. Voilà. Donc là, on a trouvé une nouvelle valeur propre, hein, c'est ceci. Donc là, j'ai prouvé que 10 appartient au spectre de A. Et en plus, E10, mais c'est pas nécessaire, mais E10, j'ai une base, puisque les vecteurs propres sont tous multiples de 1, 2, 3, 4. Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc on va faire un dernier petit raisonnement pour prouver que cette matrice est diagonalisable. C'est la première fois qu'on fait un raisonnement qui utilise le critère, je crois, vraiment, dans un cas pas trivial. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'on a un espace propre E0 qui était de dimension 3. Et on a un espace propre qui est E10. Et en fait, peu importe sa dimension, parce que la somme des dimensions, 3 plus la dimension de E10, je fais comme si je n'avais pas vu que c'était 1, hein. Je fais comme si je n'avais pas fait ça en plus. 3 plus dim de E10 qui est au moins 1, et ben ça fait, ça va dépasser 4. Donc en fait, c'est égal à 4. Ok? Ça va dépasser 4, ça va être supérieur ou égal à 4, parce que c'est un espace propre, vu qu'il y a une valeur propre dedans. Puisque 10 est valeur propre, il y a forcément un vecteur non nul dedans. Donc c'est de dimension au moins 1. Donc 3 plus 1, ça fait au moins 4. On sait que la somme des dimensions des espaces propres ne peut pas dépasser 4, donc c'est exactement 4. Et on est dans le cadre du critère. Le critère, théorème 5, je crois, nous dit que la matrice est diagonalisable. Ok? Et c'est tout pour cet exercice. Alors, pardon, je regarde pas au bon endroit. Oui, c'est tout, voilà. On ne demande pas d'écrire une matrice de passage, une base ou quoi. On sait que ça existe. On n'a pas déterminé une base du noyau, donc on ne peut pas l'écrire. Mais on peut conclure que, je conclus ici, on sait qu'il existe P inversible. Je crois que j'ai jamais défini la notation, mais inversible, ça s'écrit GLN de K, tel que P-1 A P. Et dernière chose pour vous, est-ce que vous pouvez écrire la matrice obtenue? J'efface la partie droite, hein. Je pense que je peux effacer cette partie-là. Ou au moins ça. Bon, je pense que je peux effacer ici. J'attends dans la discussion la réponse, hein. Enfin, oui, une réponse décrite en français, parce qu'écrire une matrice dans la discussion, c'est pas facile. Mais écrivez votre matrice ici, je vais le faire juste après. Ou écrivez-la sur votre feuille. Voilà, et si on sait faire ça, c'est qu'on a compris le principe de la diagonalisation. Si on sait écrire la matrice qui est là, sans écrire P, sans faire le produit, on sait qu'on a une matrice diagonale ici, d'après ce qu'on a dit, et elle doit s'écrire. Alors je vais le faire, hein, je ne veux pas non plus vous laisser trop... je sais que j'ai déjà dépassé de 10 minutes. On met les valeurs propres dans l'ordre qu'on veut, mais en termes de nombre, il en faut 3 dans l'espace propre 0 et une dans le dernier espace propre, qui est donc de dimension 1. Et on obtient cette matrice-là. Ok? Et voilà. J'avais effacé ça. Alors, donc ça va terminer cette séance. Pardon d'avoir débordé. Si vous avez des questions, moi je reste, hein, je ne suis pas obligée de partir de suite. Donc si vous voulez me poser vos questions dans la discussion, vous pouvez. Je vais peut-être juste couper mon micro.
Ensuite, je mettrai la vidéo sur YouTube pour ce cours-là, même si vous étiez tous là, donc ça a peut-être moins d'intérêt, mais vous pourrez revoir si vous avez besoin. Euh, voilà, je me rends compte que ça me dérange pas trop de faire ça en visio, donc si vous avez éventuellement des questions pendant les vacances, je peux me connecter à BBB et refaire éventuellement répondre à vos questions comme ça un peu en direct si vous préférez. Voilà, on pourra définir un créneau. Donc vous me dites, c'est pas forcément pratique pour tout le monde, hein, je m'en rends compte, je vais pas généraliser, mais c'est une possibilité, vous pouvez me le demander, je peux faire ça pendant les vacances. Et sinon, bah, je vous souhaite de très bonnes vacances. Travaillez, travaillez, hein. C'est celle de Noël, c'était des vraies vacances. Celle-ci, quand même, le concours approche. Donc, accordez-vous un jour peut-être, mais il faut travailler. Il faut travailler les maths. Il faut commencer à revoir un petit peu. Vous allez voir sur le DM. Euh, Alors oui, j'aurais pu préciser, le premier problème est un problème de diagonalisation. Le deuxième, je vais dire qu'il est facultatif. C'est un problème de révision sur l'analyse de début d'année. Donc, vous voyez si vous voulez le rédiger ou pas. Vous m'envoyez un seul dossier avec les deux. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez pour les deux problèmes. Il n'y a rien qui presse. Je pense que ça dépend du délai entre les deux, disons. Donc, s'il vous faut 10 jours de plus pour faire le deuxième problème, je préfère recevoir d'abord le problème d'algèbre linéaire, de diagonalisation tout seul. Oui. Sinon, si vous êtes dans les premiers à me l'envoyer, ça n'a pas d'importance, hein. Décaler d'un jour ou deux, ça n'a pas d'importance. Comme vous voulez. Moi, je m'organise. Si j'en reçois deux de Juliette, moi, je crée deux dossiers Juliette. Juliette algèbre et Juliette analyse. Voilà, comme vous voulez. Ok? Travaillez bien, bon appétit dans l'immédiat. Et puis, bah, à bientôt. Voilà, c'est ici.